Alors, nous revenons sur ce plateau. Oumar Adeyandjou, bonjour. Roland Toneikes, bonjour. Vous êtes analyste politique et journaliste. Oui, bonjour Carole, bonjour à tous. Ouais. Bonjour Carole, bonjour Oumar, bonjour amis téléspectateurs et internautes. Alors, nous démarrons cette analyse par l'information principale qui est toujours l'affaire Frère Mouvi. Oui, l'affaire Frère Mouvi, on entend... Janvier, il y a des Wedéou s'est prononcé. On se demande également s'il y a eu un deal entre le président Faure Gnassingbé et Faure Gnassingbé et le président Patrice Talon. Oui, avant de parler de Yaoundé, déjà le fait que l'un de nos confrères se demande s'il y a eu un deal ou pas entre l'État du Togo et l'État comment on appelle, du Bénin pour qu'on puisse extrader, je veux dire, Steve Amoussou vers Cotonou. Et il y a raison de se poser cette question en tout cas. Moi je pense que le confrère voit juste. Parce que jusque-là, aucune autorité togolaise ne s'est prononcée pour dire voilà, nous sommes contre le fait qu'on est venu prendre un réfugié chez nous ou pas, voilà, ainsi de suite. Donc il y a pas mal de choses qui se disent aussi. Il y a certains qui parlent par exemple de comment on appelle ça, d'enlèvement, comment on dit ça, de kidnapping et tout. Voilà. Donc, et moi je l'ai toujours répété, tant que le Togo ne se plaint pas, ça veut dire que n'allez pas parler de kidnapping, n'allez pas parler d'enlèvement. Voilà, parce qu'on ne sait pas ce que les États se disent. Tout à l'heure, il y a un autre confrère qui a titré quelque part accord de sécurité entre le Bénin et le Sénégal. Qu'est-ce que nous savons de tout ce qui se dit au sommet? Donc, il y a forcément des accords entre les États et il n'y a pas de raison qu'ils puissent donc collaborer en matière de sécurité pour donc maintenir donc l'état de droit, maintenir donc la quiétude donc dans les États. Voilà, ça c'est un premier point. Par rapport à Yaoundé, j'ai vu juste le titre, je n'ai pas encore pris connaissance de toute la substance de son propos, mais ce qu'il a dit, on ne peut pas, enfin, pour révéler des vérités, pour dire ce qu'on pense, on n'a pas besoin d'aller à l'étranger. Oui, je suis d'accord avec cette manière de voir aussi. Frère Mouvi, s'il était sûr de tout ce qu'il disait, pourquoi ne pas, par exemple, faire confiance à la justice de son pays et dire ce qu'il pense? Nous, on vient sur ce plateau tous les jours, on dit ce que nous pensons avec les preuves que nous avons. Voilà, donc moi, je pense qu'il n'y a pas de raison que lorsque nous sommes un citoyen, rester dans son pays et pouvoir se prononcer, il n'y a aucun mal à ça. Le fait même de sortir déjà du pays pour dénoncer, est-ce qu'on ne se reproche pas soi-même quelque chose? Bon, tout ça, c'est un débat à faire. Après, je ne pense pas que aujourd'hui, il dit qu'il n'est pas... Ça serait très compliqué. Des partisans de l'opposition ont révélé très tôt qu'il était Frère Mouvi. Je veux juste pour preuve, et l'un de nos confrères également l'a dit, et Martin Rodriguez, qui a été pratiquement le premier à le dire, Frère Mouvi, enfin, Steve Amoussou alias Frère Mouvi, a été donc kidnappé au Togo. C'est lui qui a été le premier à donner l'information sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un peu... enfin, ils pourront plaider tout ce qu'ils veulent, mais il y a pas mal d'éléments déjà contre lui, parce qu'il paraît que c'est des gens qui ont... Enfin, c'est l'arrestation de deux jeunes qui ont conduit finalement à lui, son arrestation. Et puis, bon, voilà, les autorités aussi ne sont pas complètement folles. Elles sauront comment démêler le faux du vrai. Ce n'est pas du tout Frère Mouvi. Dans peu de temps, je suis sûr qu'on nous le dira. Mais là, pour une défense, on peut toujours plaider tout ce qu'on veut. Ils peuvent même plaider la folie s'ils veulent, mais moi, je pense que la justice fera son travail. Moi, en tant que citoyen béninois, j'attends de voir ce que la justice de mon pays va dire. J'attends le verdict donc, de la justice de mon pays. Roland Toneikes. Oui, j'ai suivi avec beaucoup d'attention Oumar quand il parle de Frère Mouvi, il parle d'estrader. Estrader, ça répond à des normes. En réalité, quand on dit estrader quelqu'un, c'est que la personne a été arrêtée dans des conditions assez précises qui respectent les normes, les règles. Et c'est à partir de l'arrestation maintenant, parce qu'il y a un mandat d'arrêt international, et puis après ça, on parle d'extradition. Alors, est-ce que dans le cas du Frère Mouvi, est-ce qu'on a dit officiellement qu'il y a un mandat d'arrêt international? Première chose. Est-ce que dans le cas de son interpellation, est-ce qu'il s'est respecté? Parce est-ce qu'on a vu des gens aller l'interpeller clairement comme étant des forces de l'ordre du Togo, par exemple, ou du Bénin, qui travaillaient ensemble avec les forces de l'ordre du Togo? On n'a pas vu ça, on a appris. Et c'est là que je dis que nous devons faire l'effort d'être très prudents, parce que jusque-là, nous n'avons
pas eu d'informations tendant à dire qu'il a été arrêté dans les normes pour parler maintenant d'extradition. Et l'ordre des avocats du Bénin est sorti également et il a fait justement que ces normes ne sont pas respectées. Donc cela suppose que déjà à ce niveau, il y a un problème. Alors maintenant, oui, on attend tous la réaction du Togo, oui, je suis d'accord. Mais je disais, je ne sais pas si c'est avant-hier, que Faure était peut-être préoccupé à former son nouveau gouvernement, qu'il a mis, en tout cas, en place il y a quelques jours. Et donc, on attend le nouveau ministre des Sceaux du Togo se prononcer, le nouveau ministre de l'Intérieur du Togo se prononcer sur la question pour dire, est-ce que véritablement, ils ont été, en tout cas ces autorités, est-ce qu'elles ont été associées à l'arrestation de Steve Amoussou, qu'on appelle, en tout cas à tort ou à raison, on appelle Steve Frère Ouvy aujourd'hui. Et donc, après ça, le gouvernement béninois aussi est en congé. Ils sont en vacances, donc ils reviennent début septembre. C'est peut-être ça qui justifie le fait que jusque-là, le porte-parole du gouvernement n'a pas encore pris la parole. Non, des audios du porte-parole circule déjà. Oui, je suis d'accord, mais officiellement, comme à ses habitudes de conférence de presse pour expliquer, répondre aux questions, ils sont en congé, en vacances. Donc, dès qu'il va rentrer, peut-être d'ici, il va reprendre. Et si c'est sur une radio de la place, oui, c'est quand même... Oui, je suis d'accord, on peut prendre, parce qu'on peut l'interpeller à distance, il peut répondre à une interview, mais formellement, on sait comment ça se passe. Hein. Le porte-parole organise des conférences de presse au détour d'une... Pour élucider... Clairement. Donc, pour dire que jusque-là, on ne peut pas, parce que je continue de dire, on ne sait pas qui est le plaignant. Ça peut être l'État béninois, comme ça peut être un individu, ça peut être un individu. Et la dernière fois, Oumar a évoqué un sujet très important quand il parlait des stations pour dire, oui, quand Romuvier a dit ça, c'était suffisamment grave. Oui, on n'a pas de preuves, on ne peut pas certifier si les stations, ce qu'il a dit, si c'est vrai ou pas. Mais en réalité, oui, le chef de l'État l'a évoqué en 2018 face aux évêques. Je remercie même ce téléspectateur qui m'a envoyé la vidéo. Le chef de l'État était tellement préoccupé par cette déclaration, était aussi préoccupé par la question de l'accident de Montant-Kérougou en face du campus, lié à un proche, qui serait lié à un proche de Patrice Talon. Donc, et il disait à la fin, c'est ça qui m'a paru très important, parce que cela suppose que ça fait très longtemps qu'on recherche le fameux Frère Ouvy. Parce qu'il a dit, notre détermination à agir sera sans réserve. Quand le chef de l'État était face aux évêques, il évoquait les sujets. Cela montre que il est recherché, ce n'est pas aujourd'hui. Donc, c'était à lui de faire attention et c'était à ces personnes autour de lui de le protéger davantage. Et quand vous évoquez la question de Yarouedou a parlé pour dire que quand on a des choses à reprocher à son pays, on ne quitte pas son pays. Mais attention, les régimes ne sont pas les mêmes. Le régime Mathieu Kérékou, sous lequel lui avait dénoncé, surtout après la conférence nationale, n'est pas le régime de la révolution. Et à ce moment, Mathieu Kérékou était devenu un homme très modéré, très calme. Même quand les journalistes l'attaquaient, ils disaient, mais si ça peut leur permettre de manger, laissez-les. Qu'ils vous souviennent. On ne peut pas comparer ce régime à un régime de Patrice Talon de 2016 à aujourd'hui. Vous faites l'erreur, on vous fout en prison et vous payez cash. Et donc pour ces choses, parfois, vous avez envie, mais nous sommes journalistes, nous disons des choses, d'accord, mais il y a des choses que vous connaissez, que moi-même je connais, mais que jamais on aura le courage de dire sur un plateau de télévision. Quand bien même nous avons les preuves, nous avons la conviction que ce que nous voulons dire, c'est vrai. Donc, les régimes ne se ressemblent pas. Yarouedou, son époque, ce n'est pas l'époque de Patrice Talon. On ne va pas comparer les choses. C'est vrai qu'on ne sera pas aussi d'accord. Et moi, je le dis clairement, il y a des choses sur lesquelles, oui, chacun est libre de parler, mais il y a des choses qu'il faut parler. Il ne faut pas se hasarder pour aller sur ce terrain. J'estime fondamentalement que nous devons faire très attention dans nos prises de pardon. Au frère Ouvy ou Steve Amoussou, il a dit des choses qui, pour moi, à ma foi, sont suffisamment graves, d'accord, pour lesquelles, peut-être, c'est normal que les gens le recherchent à tout prix, qu'on mette sa tête à prix. D'accord? Mais après ça, quand on dit aujourd'hui que Steve Amoussou n'est pas Frère Ouvy, je l'ai dit, et les gens se sont acharnés sur moi depuis lundi. Depuis dimanche, j'ai écrit dans un groupe WhatsApp pour dire, et si celui qui est arrêté n'était pas le Frère Ouvy? Et si le vrai Frère Ouvy était quelque part, et que celui qu'on a arrêté, c'est celui qui prête sa voix? J'ai dit ça, les gens m'ont traité de tous les noms. Je l'ai dit lundi au plateau, les gens m'ont insulté, on est des poltrons. Mais écoutez, la réalité est là. Il peut s'agir bien de Frère Ouvy, comme il peut ne jamais s'agir de Frère Ouvy qu'on a arrêté, la même personne. Mais j'ai dit, il y a trois options qui s'offrent à celui qu'on a arrêté. Soit, il continue de dire qu'il n'est pas Frère Ouvy, qu'il est Steve Amoussou, qu'il n'est pas Frère Ouvy. Et là, le procès du 7 octobre sera probablement reporté parce que quand ils vont se présenter devant le juge n'ayant pas autant d'éléments, va dire, on va reporter ça. Et de report en report, il va moisir là. Première chose. Soit, deuxième chose, il décide de dire, oui, je suis Frère Ouvy. Mais voilà, je ne suis pas seul. Voilà mes informateurs. Voilà mes associés. Et il les livre. Et peut-être, dans un deal, il a une situation atténuante.
Ou troisième chose, il se tait à jamais, il s'offre en martyr. Alors, s'offrir en martyr au Bénin, est-ce que c'est la meilleure option pour lui? Posons-nous les vraies questions. Maintenant, quand on parle de deal entre Patrice Talon et Faure, quel deal il peut y avoir entre les deux chefs d'État? C'est possible, nous sommes sur un terrain politique. On dit, mais alors, livre-moi ça, je te donne ça. Ça peut arriver comme ça. Parce que ça avance très bien que, oui, dans la question des interpellations depuis 2009, il y a peut-être des choses que Faure peut demander à Patrice Talon. Et donc, on peut dire, bon, écoute, bon, tu me livres tant, je te donne tant. Mais moi, je le ferai de sorte que on dira que tu n'es pas associé. Tu donnes les informations. Et donc, peut-être que dans la perspective d'aller chercher Steve Amoussou, les gens étaient informés, mais on ne veut pas dire ouvertement que c'est le gouvernement togolais qui a livré Frère Rouvi. On peut le dire, on peut le faire de cette manière. Donc, à tous les niveaux, nous avons matière à se poser des questions, mais j'estime fondamentalement aujourd'hui que nous devons prendre du recul et analyser les choses et faire attention pour dire, écoutez, nous prenons les risques, mais nous devons être prêts à les assumer. Et les opposants, je le dis, ils n'ont pas été d'accord avec moi depuis lundi. Je m'en fous de qui ils sont, mais je dis clairement, ils ont fait des erreurs. Les erreurs, c'est que quand on a arrêté, j'ai dit clairement que quand on a arrêté le type, on pouvait dire, on a arrêté le citoyen Steve Amoussou au Togo, qu'on assimile à Frère Rouvi. Parce qu'on a vu les opposants brandir des pancartes, livrer Frère Rouvi. Et les mêmes encore reviennent se raviser maintenant pour dire que ce n'est pas Frère Rouvi. C'est une question d'éthique. Justement, et ces avocats qui le défendent également ne connaissaient pas l'identité de ce Mais justement, pourquoi, sur quelle base, eux tous ont dit au départ que c'est Frère Rouvi? C'est une question d'éthique. Sur quelle base, eux tous, toute la clique là, est allée dire que celui qu'on a arrêté est Frère Rouvi? Donc, vous imaginez, le jeune qu'on a arrêté dit qu'il n'est pas Frère Rouvi. Mais vous tous, vous avez brandi pancarte, vous avez dit partout, télévision, radio, un peu partout, que c'est Frère Rouvi. Donc, les choses se compliquent pour le gars. Le procès sera aussi longtemps que ça. Le procès risque d'être reporté le 7 octobre. Et puis, on va dire, on va fouiller. Et vous savez, j'ai lu quelque part, il paraît qu'il est déjà transféré de MICTV, la prison civile de Ouida. Écoutez, ils vont le mettre en observation. Ça peut prendre le temps que ça prendra. Le temps que les gens aient d'informations. Parce que, comme on l'a arrêté sans ordinateur, sans portable, oui, évidemment, donc on n'a pas de preuve directement. Et on ne se basera que sur les déclarations des deux personnes qui ont été interpellées avant lui. Qui ont été interpellées avant lui. Bon, je ne sais pas s'ils l'ont livré. Peut-être qu'à partir de leur portable, ordinateur, on a pu voir, on a tracé. Oui, bon, parce qu'on dit livrer, c'est comme si ils ont coopéré, ils ont dit qu'il est à tel endroit. À partir des informations sur leur ordinateur portable, on peut dire, bon, on va le tracer. Donc, du coup, il sera confronté à la déclaration des deux premières personnes et des informations recueillies sur les matériels des deux premières personnes. Et finalement, comment est-ce que ça va se passer? Bien malin. Qui sera la fin? Quel sera ce feuilleton, Oumar. Écoutez, moi, je pense que la justice béninoise sera la fin de cette histoire-là. Et puis, première chose, c'est que moi, je ne vois pas vraiment pourquoi est-ce que l'opposition devrait se mobiliser outre mesure derrière notre confrère Steve Amoussou, parce qu'il paraît qu'il a une formation de journaliste, donc je dis notre confrère Steve Amoussou, qui aujourd'hui serait, ok, c'est Frère Rouvi. Donc, moi, je ne vois pas la raison pour laquelle vous dites, l'opposition devrait agir ainsi. Quel est le lien que ce Steve Amoussou avait avec le... Parce que vous avez lancé différentes lignes de défense qu'il pourrait adopter. Je ne suis pas Frère Rouvi, et qu'est-ce qui prouve que c'est ainsi, mais vous n'avez pas dit à aucun moment quel est le lien qu'il y a entre lui et l'opposition également. S'il y a un lien entre lui et l'opposition... Enfin, s'il n'y avait pas de lien, je veux dire, entre lui et l'opposition, pourquoi voulez-vous que l'opposition mette des choses en place pour ne pas qu'on l'arrête, pour ne pas qu'on... Donc, ça veut dire quelque part aussi qu'ils ont la certitude, quelque part, que c'est celui dont on parle. Dans tous les cas, Martin Rodriguez a été le premier à le dire. Et tout le monde, c'est de là qu'est parti le lien entre Steve Amoussou et Frère Rouvi. OK. Et il a ses preuves à lui. Il sait pourquoi il l'a dit. OK. Et depuis, il n'est pas revenu pour faire un démenti, pour dire le contraire de ce qu'il avait dit au départ. Donc ça, c'est déjà un premier point. Maintenant, lorsque nous parlons de deal Togo-Bénin, nous, en tant que journalistes, la prudence et le respect des normes, des règles dans notre métier nous impose d'utiliser des termes qui ne vont pas prêter à confusion, qui ne vont pas nous colorer par rapport à cet aspect-là. En utilisant le mot enlèvement,
moi je dis quelque part, en utilisant le mot enlèvement ou kidnapping, je dis quelque part qu'on se met du côté finalement de l'opposition qui disent que non, c'est un enlèvement. En tant que Béninois, nous on regarde des faits. Le monsieur arrêté est dans les mains de qui? Il est dans les mains de la, comment on appelle, de la justice béninoise. Donc c'est la justice béninoise qui l'a arrêté. Ça, moi en tant que journaliste, je le dis et je pense que j'ai le droit au moins de le dire parce que les faits le prouvent. Il est dans la main de la justice béninoise. Comment est-ce qu'ils l'ont arrêté? Ils l'ont pris au Togo. Quel est le thème approprié? Est-ce que moi je vais dire qu'on l'a kidnappé en tant que journaliste? Est-ce que je vais dire qu'on l'a enlevé en tant que journaliste? Non. Il a été extradé du Togo vers le Bénin. La méthode n'a pas été bonne. Ça, c'est le droit des avocats de le dire. Moi, je ne suis pas un spécialiste du droit. Je ne suis pas un technicien de la chose juridique pour dire, voilà, et la méthode n'est pas bonne. Non. Ils le disent, ensuite on viendra commenter. Si la méthode n'est pas bonne, aux autorités de monter au créneau pour dire comment est-ce qu'eux ils l'ont arrêté et pourquoi est-ce qu'ils l'ont arrêté ainsi. Voilà, maintenant quand on dit qu'il était recherché de longue date, mais c'est clair qu'il était recherché de longue date. Vous n'écoutez pas ce qu'il disait dans le temps. C'était des propos assez graves, des accusations assez graves. Et régulièrement, tout était contre le chef de l'État ou contre le gouvernement. On est d'accord. Donc, ça veut dire quelque part qu'il était recherché pour ce qu'il disait. Mais il faut reconnaître qu'il faisait plus ou moins de la veille. De la veille, moi je ne sais pas. Qu'est-ce que nous faisons sur ce plateau? Nous faisons de la veille. Est-ce que nous insultons? Est-ce que nous, enfin, quand je dis insulter, est-ce que nous disons des propos aussi graves que ce que lui disait? On n'a pas besoin forcément de le dire ainsi. Même si nous détenons des informations, ce n'est pas toutes les informations, je l'ai dit. On a parlé la dernière fois de Assange, Julian Assange. C'est un citoyen américain, on est d'accord. Et il a révélé des vérités sur l'État américain. Avec des preuves, mais irréfutables, implacables. Personne ne peut démentir cela. Mais ça reste, ces preuves qu'il a révélées, ces informations qu'il a données restent de l'ordre de, comment on appelle, des vérités qu'on ne révèle pas comme ça. Des vérités qui peuvent mettre à mal un État, qui peuvent mettre un État complètement à terre. Vous savez, je vais vous dire une chose. Gouverner, diriger, c'est quelquefois aussi, comment on appelle, se faire détester. Et là aussi, il faut saluer un peu nos autorités par rapport à ça. Je ne sais pas. C'est pas mon rôle de prendre le défense. Attendez, je vais jusqu'au bout de mon propos. Gouverner, c'est se faire détester quelque part. Parce que vous prenez des décisions qui sont complètement aux antipodes de ce que la population attend de vous. OK? Mais nous, on ne connaît pas tous les contours de ce pourquoi on a pris cette décision-là. Et donc, on peut se permettre toutes sortes d'interprétations, toutes sortes d'analyses. Mais au finish, qu'est-ce qu'on va regarder? Au finish, qu'est-ce qui peut se passer? Cette décision peut se révéler être salutaire pour donc, les populations, pour l'avenir donc, du pays. Mais sur le champ, ça peut être une décision mais très, très, très impopulaire. Et vous, en tant que journaliste, parce que vous avez pris une telle décision, vous montez au créneau, vous balancez tout, il a fait ci, il a fait ça, c'est pas bon, et ainsi de suite. Et finalement, ça crée des troubles dans le pays. Justement, Roland Tonneikes, si aujourd'hui Steve Amoussou dit qu'il n'est pas frère en vie, ça veut peut-être dire qu'il n'est pas prêt à assumer ses propos. Alors, première chose d'abord, avant ça, je voudrais déjà revenir sur la question de kidnapping, enlèvement, sur lequel Oumar a tendance à beaucoup plus s'attarder pour dire, si vous n'êtes pas d'accord qu'on dise kidnapping, enlèvement, alors évitez de dire aussi extrader. Parce que les normes de l'extradition ne sont pas respectées. Attendez, j'aimerais vous lire la définition d'extradition. C'est bien écrit, extradition, procédure permettant à un État de se faire livrer un individu poursuivi ou condamné et qui se trouve sur le territoire d'un autre État, demander l'extradition de criminels. Donc si vous n'êtes pas d'accord... Quand vous parlez qu'on ne peut pas parler, qu'est-ce qui prouve aujourd'hui que justement, le Togo n'a pas permis qu'on... Mais c'est ce que vous dites. C'est ça le problème. Mais vous n'avez pas des preuves aussi. Si vous n'avez pas cette preuve-là, ne parlez pas... Si vous refusez... Ne parlez pas de thèmes qui vont mettre votre, comment on appelle, votre intégrité ou bien votre honnêteté en jeu. C'est comme si vous choisissez un camp. Je vais sur le même terrain que vous. Parce que si vous estimez que j'ai parlé dans... Le terme officiel, c'est l'extradition. Utilisons le terme officiel et avançons. Je peux finir. Si vous estimez que ceux qui utilisent enlèvement et kidnapping sont d'un côté et que vous utilisez extrader... Attendez, si vous dites extrader, ça veut dire que vous-même vous rangez d'un côté. Non, je ne me range pas. Nous allons poursuivre. Ma question reste. Est-ce qu'il refuse d'être... Aujourd'hui, s'il dit qu'il n'est pas frère Rouvi, si Steve Amoussou dit qu'il n'est pas frère Rouvi,
Movie, peut-être qu'il n'a pas les preuves de ses affirmations, il n'est pas prêt à assumer ses propos. Nous sommes dans une question, sur un terrain de droit, justice et domaine judiciaire, et donc toutes les manières pour chacun, pour une personne interpellée, pour sortir d'affaire sont bonnes. Et donc, c'est pour ça que je le dis, quand on m'a dit que oui, qu'est-ce qui prouve quel est le lien entre l'opposition et Frère Ouvy, je ne saurais le dire parce que nous étions tous là quand l'opposition est montée au créneau. Et c'est pour ça que je disais qu'en réalité, s'il n'y avait pas de lien entre eux, en réalité, les réactions qu'ils ont eues, ils ne devraient pas avoir ces réactions, ils devraient faire très attention. Et c'est là que cette réaction... Peut-être parce que tout simplement, il défendait le peuple, il donnait des informations qui contredisaient la thèse apportée par le gouvernement. Mais il faut faire attention. Maintenant, ceci étant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'il n'assume pas ses propos? Wait and see. Je l'ai dit, celui dont on parle, Steve Amoussou, peut être celui qui fait la chronique, pose la voix. Peut être celui qui pose la voix. Parce que jusque-là, aucun de nous n'a de preuves. Mais le problème, c'est qu'il doit avoir une machine derrière. Parce que quand il finit de faire la chronique, c'est tellement il y a une équipe qui valide. Il y a quelqu'un qui lui dit, attention, ça, il faut corriger, il faut modifier ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Et c'est en cela que, pour ne pas porter seul la responsabilité, si entre-temps c'était véritablement lui, c'est pour ne pas porter la responsabilité, il dit ce n'est pas lui. Et après, et c'est pourquoi il dit qu'il y a plusieurs options pour lui de sortir. Première option, c'est qu'il assume. Il s'offre en matière. Ou deuxième option, il dit que ce n'est pas lui. Et la procédure judiciaire continue. La justice va sortir les preuves irréfutables pour le coincer. Ou alors, on s'en tient aux déclarations des deux premières personnes interpellées et on va voir comment ça va évoluer. C'est pourquoi je dis que c'est un feuilleton assez complexe. Attendons de voir ce qui va se passer. Oumar, très rapidement. Oui, c'est une histoire qui est pendante devant la justice. On va faire confiance à la justice de notre pays, aller jusqu'au bout et voir là où ça va finir. Maintenant, il y a quelque chose que Laurent a évoqué, moi, que je trouve plutôt juste. Parce que moi, je me suis amusé à observer, à analyser un tout petit peu les chroniques de Frère Ouvy. Je les ai même recopiées. Je me souviens, je crois, ça devait être en 2018 ou 2019, et j'ai recopié. Et j'étais avec un ancien patron, je lui disais, ce style-là n'est pas le même du jour au lendemain. Il y a forcément des gens qui... Voilà, c'est-à-dire que l'écrit n'est pas forcément de la même personne. Le style est changeant. Et je disais ça comme ça, et tout le monde me trouvait un peu bizarre. Donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait des gens derrière, ok? Si c'est réellement lui, dans tous les cas, on saura. Et si c'est lui et qu'il parle, on saura également ceux qui sont impliqués dans cette affaire-là. Donc, moi, je ne sais pas, toute supputation, toute conjecture autour de cette histoire-là me semble un peu vaine. Bon, c'est vrai, on est là aussi pour permettre au peuple de se faire une opinion. On va toujours continuer, mais tant que la justice n'a pas parlé, tant que nos autorités n'ont pas parlé, faisons quand même attention, ne prenons pas seulement les propos d'un seul camp, ne prenons pas seulement les arguments d'un seul camp pour donc justifier nos propos. Il serait bien d'attendre également que les autorités de part et d'autre disent un mot par rapport à cette affaire afin que nous puissions finalement faire des analyses qui soient, on va dire, plutôt équitables, on va dire. Nous allons poursuivre et parler de la variole du singe qui sévit actuellement en Afrique. Et un quotidien titre ce matin que le Bénin doit être en état de veille. Oui, le Bénin doit être en état de veille. Je l'évoquais hier avec Ahmed pour dire comment comprendre qu'il y a une telle situation, que tous les pays prennent des dispositions, mais malheureusement le Bénin ne réagit pas jusque-là. Nous avons même essayé d'avoir des épidémiologistes qui se sont abstenus de parler parce qu'ils attendent d'abord les ordres venant du ROD, c'est-à-dire du ministère de la Santé. Vous savez très bien que depuis je ne vais pas situer, mais quand on interpelle le cadre aujourd'hui, il faut écrire au directeur départemental. Le directeur départemental vous demandera d'écrire au directeur de cabinet. Le directeur de cabinet vous dira d'écrire au ministre. Et donc, du coup, les gens ne veulent pas prendre le risque. Justement, c'est le moment de sensibiliser la population. Et puis, nous essayons en tant que médias de jouer ce rôle. Donc, nous empêcher de jouer ce rôle. C'est ce qu'ils font tout simplement à travers le refus de nous donner les informations qu'il faut.
calmez-vous, ne vous fâchez pas. Nous sommes habitués à ça, vous savez très bien, c'est pas nouveau. Mais il faut que les choses changent, il faut qu'on nous donne les infos. Parce que là, après pour nous dire que, est-ce que vous avez les preuves de vos affirmations? Calmez-vous, hein, calmez-vous, ne vous fâchez pas, c'est la normale communication. Donc on y est. Peut-être si on sort un jour, ça va ramener les choses à la norme. Non, en fait, je dis que... Non, plus sérieusement. Oui, pour éviter, j'ai quelques informations quand même à partager avec les gens. Éviter les animaux morts, de toucher les animaux qui sont morts, éviter de consommer les animaux que vous avez trouvés morts, éviter d'aller toucher les malades, parce que quand vous ne savez pas ce dont tout... Sauf quand vous les touchez, après lavez-vous les mains régulièrement avec à l'eau et au savon. C'est quelques règles d'hygiène pour éviter la variole des singes. Quand vous voyez un animal, puisqu'il y a des gens, ils vont au champ, surtout nos parents dans les champs, on voit un animal qui meurt, on va toucher et puis on va consommer ça. Alors les viandes aussi, même quand vous achetez le lit pour préparer, il faut bien cuire ça avant de manger. C'est les quelques règles. Oui, il faut bien faire cuire ça. Donc c'est quelques règles pour éviter ça. En attendant que le directeur national de la santé publique se prononce, en attendant que le ministre de la Santé également, un point de presse pour nous situer et qu'on fasse... Pour qu'on sache qu'est-ce qui est fait dans le cadre de la prévention. Avant même, on voyait même que la société civile prenait des initiatives avec des affiches un peu partout, communication, mais comme elles aussi sont un peu étouffées. Bon. Ce n'est pas parce qu'on a des centres de prévention ou des centres pour prévenir les épidémies au Bénin qu'on ne va pas sensibiliser la population, donner les informations qu'il faut à la population. D'ici là, ils vont le faire. Je crois. Oumar Adeyandou. Oui, je pense, au-delà même de nos autorités, je pense qu'il y a un démembrement, si vous voulez, c'était pas moi, un bureau de l'OMS aussi au Bénin. Et je pense qu'il y a des, comment on appelle, il y a des signaux, enfin, je ne sais pas comment on va dire ça, des critères qui sont mis en place au niveau donc, du ministère de la Santé pour tirer la sonnette d'alarme quand c'est nécessaire de tirer donc la sonnette d'alarme. Et je pense que le moment venu, ils vont annoncer les choses. Parce que vous savez, ces gens d'information aussi, il faut faire très attention pour ne pas créer la psychose au niveau de la population. C'est comme quand vous prenez, enfin, je prends un exemple qui n'est pas totalement le même. Quand vous prenez les histoires de terrorisme, imaginez qu'au départ, quand il y avait quelques incursions djihadistes dans notre pays et que tout le monde commence à crier, oui, les djihadistes sont venus au Bénin, tout ça, et que les fonctionnaires, tout le monde quittait le nord et tout. Où est-ce que ça peut causer comme dégâts? Donc, c'est exactement la même situation. Il faut faire très attention avec ces gens d'information. Mais il y a des choses qu'on peut dénoncer, comme ce que vous disiez tantôt, et le fait que, comment on appelle, lorsqu'on veut prendre l'avis de certaines personnes, elles sont réticentes à parler. Oui, c'est vrai, c'est le choix, c'est un choix de gouvernance, on va dire. Le fait de vouloir centrer l'information au niveau donc de ce régime, on a tendance à vouloir tout centrer. Il faut que ça vienne donc du haut avant que tout le monde ne relaie. Bon, ça peut se comprendre. Hein. Ils veulent bien contrôler, ils veulent avoir un contrôle sur tout ce qui se fait et ce qui se dit. Moi, je pense que bon, c'est un choix, c'est leur manière de voir. Donc, les fonctionnaires l'ont compris également. Quand on s'approche d'eux, c'est un peu compliqué. C'est vrai que ça nous rend la tâche un peu difficile en tant que journaliste, mais bon, c'est leur choix, c'est leur manière de voir. Maintenant, par rapport à la variole comment on appelle, du singe, il faut faire très attention, comme Laurent l'a dit. Il a dit l'essentiel déjà. Puisque ça part des viandes, des histoires que nous mangeons, les animaux morts, les animaux morts, toutes ces choses-là. Il faut faire très attention. On n'a pas encore de cas au Bénin, il n'y a pas de raison de créer une psychose. Et je pense que les autorités aussi sont dans cette logique-là. Il ne faut pas créer de psychose. Maintenant, au même moment, on va les interpeller, on va leur dire de sensibiliser, ne serait-ce qu'au niveau de nos frontières, ceux qui sont chargés de contrôler nos frontières, qu'est-ce qu'on met en place pour éviter que cette maladie-là ne pénètre également notre territoire. Il faut faire très attention. Les moyens de contrôle des personnes qui vont et qui viennent, comment est-ce qu'on fait pour savoir leur température, quel est le test qu'on fait pour savoir que tel les gens qui viennent de ces pays, qui sont déjà des pays contaminés, accentuer notre vigilance sur donc, la provenance aussi des étrangers ou bien même de toute personne qui vient donc de l'extérieur. Faites très attention pour ne pas que les gens nous colportent donc ce virus-là chez nous aussi. Opération de contrôle d'uniforme des émigrants, ça démarre dans Abomey-Calavi. C'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui, on a des émigrants qui circulent sans numéro. Moi, j'en ai pris plusieurs fois.
Bon, parfois, quand je vais envoyer mes enfants à l'école, que je dois prendre le ZIM aussi, je vois qu'il n'y a pas de numéro, j'ai des craintes. Encore que, est-ce que les numéros sont véritablement tracés? C'est vrai, c'est aussi un problème. Est-ce qu'il y a un registre aujourd'hui où, vraiment informatisé, où quand je vais à la mairie de Calavi, je dis numéro A 244 25 10, c'est qui? Est-ce qu'on peut me donner... On peut sortir l'identité de la personne. Est-ce qu'on peut me sortir l'identité de la personne? En tant que tout le monde ne s'inscrit pas officiellement. Voilà, donc il y a des gens qui vont au boulot le matin, le soir, en revenant, ils mettent juste du jaune. Et ils mettent un numéro dessus. Juste du jaune donc, du pour coup, pouvoir... Quand on fait ce contrôle, parce qu'aujourd'hui, on a compris que conduire Zémilien est devenu une activité de tout Béninois, malheureusement. Et donc, quand c'est comme ça, il vaut mieux réorganiser et suivre maintenant, savoir que tel qui porte tel maillot avec tel numéro, on peut facilement l'identifier. Autant de Zim que nous avons, il y en a qui fuient avec les colis. Quand vous voyez les gens qui quittent le nord, qui prennent bus et descendent au Kafoukékou, il y en a qui viennent prendre des sacs de maïs ou bien du dignam, fromage, et puis disparaissent. Et donc, c'est quand même difficile. Et donc, quand c'est comme ça, et vous n'avez pas le numéro de la personne, même quand vous avez le numéro qui n'existe dans aucun registre, du coup, c'est difficile. C'est une question de sécurité qui est assez important. Et donc, oui, on peut que encourager les autorités communales à aller au bout de ça. Maintenant, si on le fait à Boumé-Calavi seul, et qu'on ne le fait pas à Cotonou, qu'on n'arrive pas à informatiser, répertorier tout ce qui se passe à Cotonou, parce que Cotonou-Calavi, c'est vrai que pour Calavi, il a dit que le maillot sera changé, la couleur sera changée. Donc, bon, j'ai vu quelqu'un critiquer pour dire qu'on s'est emmené un blanc là dans le maillot et qu'après on l'a pris 200. C'est un autre débat. Mais au moins, on connaîtra les numéros avec la couleur qui va avec. Et ça va permettre, puisque quand vous allez à Ouida, la couleur change automatiquement. Quand vous allez à Lada, à Savalou également, à Boïcon, c'est du violet. Il faut maintenant s'assurer que quand on prend un Zim à Boumé-Calavi, et là, ça peut même nous aider, hein, si tu vas au bord de la voie, tu vas prendre un Zim, et que le ZIM n'a pas porté la couleur de la commune d'Aboumé-Calavi avec un numéro, tu peux ne pas prendre, parce que ça participe de ta sécurité. Donc ça va nous aider véritablement. Il faut vraiment aller au fond. Oumar? Oui, moi j'avais toujours trouvé cela un peu bizarre, le fait qu'on puisse acheter un uniforme de Zémidjan au bord de la voie et il y a un numéro bizarre dessus, enfin le numéro vient d'où, ainsi de suite. Donc vous voyez, c'était déjà un problème que, enfin, personnellement, moi ça me taraudait l'esprit et je me disais que à quel moment un peu d'ordre dans ce, comment on appelle là, dans ce désordre, on va dire. Voilà, donc maintenant que les autorités, en tout cas au niveau d'Aboumé-Calavi, sont décidés à mettre de l'ordre, moi je pense que c'est une bonne chose, c'est une question de sécurité et il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas jusqu'au bout, c'est essentiel, il faut le faire. Parce que quand on sait qui fait quoi et qui procède, qui transporte qui est le Zémidjan, comment on appelle, qui a pris telle ou telle marchandise, on peut retracer, on peut retrouver, on peut faire des recoupements pour savoir beaucoup de choses après s'il y a des problèmes. Donc moi je pense que c'est essentiel. Aujourd'hui, même si vous prenez la plaque d'immatriculation et que la personne vous dit non, c'était pas moi qui étais sur la moto ou bien c'est une moto qu'on m'a prise et tout, il y a beaucoup de problèmes. Alors qu'aujourd'hui, vous prenez juste la photo comment on appelle, du Zémidjan avec son numéro et tout, on sait à peu près ce que ça peut permettre d'obtenir en cas de problème. Donc il faut faire très attention et que les autorités aussi fassent l'effort d'aller jusqu'au bout, c'est essentiel. Parce qu'ils peuvent commencer et dès qu'il y aura les premiers remous et qu'il y aura les premiers Zémidjans qui vont dire non, on n'en veut pas et tout, ils ne vont pas sévir, ils ne vont pas essayer d'imposer donc ce qui doit être normalement. Et bon, ça peut se révéler être un fiasco au finish, donc faisons attention. Je pense que pour régler même ce problème, on n'a même plus besoin, en tout cas c'est mon avis, de mettre des numéros sur les maillots des Zémidjans. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense, c'est une proposition. Toutes les motos aujourd'hui sont immatriculées. Donc ça, que c'est informatisé au niveau de la NAT. Cela suppose que si j'ai une moto immatriculée, la plaque d'immatriculation, le numéro là, on met sur le maillot. Du coup, quand on interpelle quelqu'un, un Zémidjan disparaît, et que la plaque d'immatriculation peut permettre de tracer aussi facilement. Parce que si un autre numéro est mis, même toujours dans la commune, un client peut se lever, aller acheter le maillot et mettre son numéro, inventer un numéro. Et ça, le problème ne sera pas réglé entièrement. J'estime, si c'est possible, si les autorités nous suivent, c'est de dire maintenant... Mais ce n'est pas tous les propriétaires de motos qui font ZIM. Non, ce n'est pas ça. Dès lors que vous avez quelqu'un qui conduit votre moto ZIM et que vous avez la plaque d'immatriculation, il ne veut plus conduire, vous lui retirez ça.
Et le maillot, et le maillot revient à quelqu'un d'autre. Mais souvent, souvent la moto, c'est un contrat. Oui, après, un contrat oui, pour le... Oui, c'est pourquoi il y a mutation, justement, Carole Olaye. Après, vous faites la mutation. Dès lors que je t'achète une moto, tu conduis. Mais les mutations ne sont pas vite. Ah non. Également. Je pense que pour la question de sécurité, on ne va pas dire que les mutations ne sont pas mais vite. Mais justement, il y a des cadres qui achètent des véhicules qu'on met en vente dans les ministères et ils ne font jamais la mutation. Non, et c'est quand il y a des contrôles, c'est aussi un autre cas. Mais ça, c'est un contrôle que l'État doit faire pour sanctionner. Et d'ailleurs, même il y a des gens qui sont interpellés pour ça, qui sont sanctionnés. Si au niveau de l'État, si au niveau étatique, dans nos ministères, dans nos administrations, ça se passe. Vous croyez que c'est au niveau Ce n'est pas au niveau de l'État que ça pose un problème. Dès que donc de notre administration, j'allais dire. Quand les véhicules sont mis, en tout cas, les voitures sont mises aux enchères et que vous achetez, que c'est vous qui finissez d'acheter, qui allez déposer les papiers pour faire la mutation. Il se fait que des gens, d'accord, par mauvaise foi, ils achètent, ils ne font pas ça. Et c'est pour ça que la police, à un moment donné, se met pour faire le contrôle, pour les traquer. Donc, on ne va pas tenir justement, je prends cet exemple pour dire... C'est pas l'État qui fait après. Si ça se passe, si le phénomène se passe, justement, au niveau de l'administration, ceux qui connaissent un peu la loi, ceux qui sont cultivés, c'est au niveau des citoyens lambda qui ne maîtrisent pas forcément les tests. Si vous laissez une moto à quelqu'un qui conduit, et qu'il finit le contrat avec vous. Attendez, s'il finit le contrat avec vous et que vous finissez de le payer, il prend la moto, il s'en va. Et que vous qui avez acheté la moto, vous ne prenez pas les discussions pour aller faire la mutation, c'est votre responsabilité. Pourquoi? Parce que quand il va créer le bordel quelque part... Justement, c'est ce que moi j'ai envie qu'on donne comme information pour que les gens prennent conscience des risques qu'ils encourent en faisant ce genre de transactions, ce genre de contrats. Voilà. On fait la mutation. Donc, dès lors que l'immatriculation, le numéro est mis sur le maillot, et il finit de conduire. Vous avez fait le contrat, il finit de payer, il prend la moto. Première chose, vous prenez la responsabilité de faire la mutation et là, vous dégagez votre responsabilité. Et là, on peut facilement. Donc, dès lors que quelqu'un fait quelque chose, on a l'immatriculation du numéro sur le maillot, on interpelle la NAT là-bas, le nom sort et on peut interpeller la personne. Oui, très rapidement. Moi, je comprends votre inquiétude quand vous parlez, quand vous faites le lien avec l'administration déjà, des cadres qui sont déjà plutôt bien informés des choses et puis malgré ça, ils n'arrivent pas à le faire. Imaginez si on transporte ça au niveau des hymnes, c'est vrai que ça serait un gros désordre, je comprends. Mais moi, j'ai une autre option à proposer. Pourquoi est-ce que la mairie elle-même maîtrise complètement cette histoire d'uniforme comment on appelle, des émigrants. C'est-à-dire, les uniformes, on va mettre peut-être des macarons pas très faciles comment on appelle, à dupliquer pour ceux qui sont des experts dans le faux. Donc, on va essayer de compliquer un tout petit peu les choses et obliger les gens à payer ces macarons-là, par exemple. Et à chaque macaron, on va attribuer donc peut-être un numéro et que ce soit la mairie seule qui soit vraiment en charge de cela et qu'on ne mette pas ça au niveau. Parce que ça va faire tout un gros désordre aussi, à mon avis. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout. Tout le monde s'improvise zémidian. C'est vrai, c'est une activité qui permet aux uns et aux autres de pouvoir s'en sortir en attendant le meilleur. Mais faisons quand même attention. Un corps de métier, on ne rentre pas dedans comme ça, comme on veut. Surtout que vous transportez des gens, vous prenez peut-être même quelquefois des enfants pour aller à l'école, Laurent l'a dit. Et donc, il faut faire très, 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 très attention. On a entendu pas mal de faits divers liés à ces choses-là dans ce pays-là, où un enfant monte sur un zème et quelque temps après, on ne voit plus l'enfant, les parents commencent à faire des avis de recherche partout sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un bon moyen également pour mettre fin à ces choses-là. L'événement précis, titre football, retour au format ancien de Ligue 1, Ligue 2. Oui, bon, c'est la Fédération béninoise de football en Assemblée générale ordinaire qui a décidé. Et je crois que oui, de bonnes résolutions ont été prises au cours de cette Assemblée générale ordinaire. D'ailleurs, même, je voudrais même apprécier au moins la prise de parole du président de la Fédération béninoise de football, Mathieu de Chacus, qui dit clairement que comment vous appelez, les clubs qui vont participer aux compétitions continentales, si les clubs ne font pas une bonne image, ne font pas de bons scores, bons résultats, que véritablement ces clubs, il va demander à sursoir aux activités. Donc, je crois que sincèrement, ce qui est fait là, c'est pas mauvais en soi, attendant de voir si tout ira pour le mieux, attendant de voir.
Omar? Oui, moi j'apprécie particulièrement le retour à l'ancien format de la Ligue 1, Ligue 2. Moi je pense que ça va nous permettre finalement, quoi, ça va nous permettre, on était déjà habitués, si vous prenez le commun des Béninois, on était déjà habitués à ce format-là. C'est compliqué de passer au format où on parle désormais de Super League, je ne sais pas quoi, si c'est playoff ou quoi là. Donc, et après, c'est les meilleurs, c'est compliqué pour nous. Nous, on est habitués à faire match par match, accumuler les points, à additionner les points et au finish, on voit qui est le meilleur donc du championnat. Et je pense que la plupart des championnats aujourd'hui, c'est ce format-là que les gens utilisent. Et je pense que ça pourra permettre aux populations comment on appelle, ça pourra augmenter l'intérêt, je veux dire, des populations, des amateurs ou des férus de football par rapport à notre championnat. Parce que l'autre manière de compter, personne ne se retrouvait. En tout cas, moi, personnellement, je n'y comprenais pas grand-chose. J'entendais seulement Coton a battu, et ainsi de suite. Bembere qui a fait tel score, mais au finish, comment est-ce que ça se comptait? On ne savait pas trop. Si on revient au format qu'on connaissait tous, je pense qu'à partir de là, tout le monde saura. Dès qu'on met le tableau peut-être à l'écran, tout le monde voit tel est premier, il a 22 points, tel est tel, voilà, et ainsi de suite. Au fil des matchs, on pourra additionner et donc continuer à suivre le foot comme cela se doit. Moi, j'apprécie, je veux que ça revienne à l'ancien format. Avec la complicité de Marcel, l'événement précis titre également des lettres de félicitations attribuées aux ambassadeurs aux ambassadeurs du Bénin qui nous ont représentés en mathématiques. Ça fait plaisir de voir la jeunesse prendre la relève dans ce domaine-là et avoir 9 médailles, 1 en or, je crois, 3 en bronze et 5 en argent. Je trouve que au-delà des lettres de félicitations, je trouve qu'ils méritent mieux. En tout cas, c'est mon avis. Oumar. Qu'est-ce qu'il mérite mieux? Déjà qu'il fasse honneur au pays, je pense que c'est quelque chose... Justement, l'événement du jour. Voilà, l'événement du jour. Des lettres de félicitations remises aux ambassadeurs du Bénin. Bon. Voilà, qu'ils honorent ainsi le pays, je pense que c'est suffisamment beau, suffisamment intéressant. La mathématique, c'est la matière la plus difficile. C'est pas matière. Bon, justement, pour nous qui ne voyons rien. C'est pas la matière, c'est pas... Quand vous voulez être plus intelligent, les mathématiques vous montrent que vous n'êtes pas intelligent, c'est tout. C'est nous qui voulons nous montrer souvent plus intelligents, on passe à côté des mathématiques. C'est une science aussi banale, donc malheureusement. Vous êtes sûr? Vous avez combien de moyennes en mathématiques? J'ai dit j'ai eu 2 en maths au bac, 4 en maths au BPC. Mais ça ne va pas empêcher en tout cas, c'est la matière que je crains, moi, le plus. Mathématiques, physique, je vois à peine. L'amour de mes parents pour les sciences ont fait que moi, j'ai beaucoup aimé les mathématiques. Je me souviens, au CEP, moi, j'ai eu 47 sur 50 en Côte d'Ivoire. On m'a fait passer dans presque toutes les radios, mais bon, ça, c'est une petite parenthèse ouverte et fermée. Et au bac? Au bac, oui, au bac, j'ai très bien travaillé également. Je n'avais pas une très, très forte moyenne, mais ça fait partie des matières qui m'ont fait... 10, c'est pas 10. Non, c'est pas 10. Mais j'ai eu une bonne moyenne qui m'a permis finalement, donc dès qu'on a ajouté le coïficient de donc c'est coïficient qui vous a sauvé. Oui, mais ça permet. J'étais dans une série scientifique. Voilà. Donc, il n'y avait pas de raison que je ne travaille pas en mathématiques. Malgré que j'étais dans une série scientifique, le français... J'ai battu le record là-bas. Tout le monde me connaît par rapport à ça. Donc, ça, c'est pas... On ne parle pas de moi. Moi, je dis que ces enfants-là, c'est bien quand même qu'on puisse les féliciter. Ils ont déjà remporté les médailles. C'est déjà une bonne félicitation. Maintenant que l'État aussi puisse leur reconnaître ce mérite-là, les féliciter, pourquoi pas même les recevoir. On a vu les meilleurs du Bénin qui ont été reçus par le président de la République au BAC, au BPC, au CEP. Pourquoi pas recevoir ceux-ci-là aussi? Parce que les mathématiques, c'est la base de toutes les sciences. C'est la matière charnière. C'est elle qui permet donc de faire le lien entre toutes les sciences. La mathématique, c'est vrai, c'est très fondamental. Il n'y a rien qui soit vraiment, comme on appelle, très direct avec ce que nous faisons. Mais dès qu'on commence à l'appliquer à certaines sciences qui sont plutôt des sciences pratiques, je ne sais pas moi comment on va dire ça, des sciences appliquées, voilà, immédiatement on voit que la mathématique, c'est la base de toutes les sciences
que ce soit même la biologie, la mathématique intervient. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne félicite pas ceux dans notre pays qui travaillent bien dans ces matières. Justement, la mathématique, aujourd'hui, la jeunesse démystifie cette matière-là, parce qu'il faut le reconnaître, il y a quelques années, on n'a pas autant d'excellence, on n'enregistre pas autant d'excellence, d'excellents élèves ou candidats au baccalauréat dans cette matière-là. C'est toujours des séries, les séries D ou séries C qui ont les faibles pourcentages en matière de résultats. Aujourd'hui, je crois que les jeunes s'affirment et s'illustrent mieux dans ces matières-là. Et je trouve que les réformes du gouvernement sont également passées par là. Oui, non, je crois que quand le gouvernement est arrivé, la première chose, ils ont demandé à mettre l'accent sur les séries scientifiques. Et ça a porté son fruit. En tout cas, ça porte des résultats et ça continue de porter des résultats. Donc oui, l'un dans l'autre, on peut, oui, dire où le gouvernement a fait un effort en ce sens. Et aujourd'hui, on a beaucoup de bons scores en mathématiques, en tout cas, bac série D, bac série C et les bacs techniques également. Donc c'est une bonne chose. Et donc oui, l'essentiel, c'est que les parents comprennent qu'aujourd'hui, le monde aujourd'hui est de plus en plus technique, moderne. Et donc, ça a besoin de science. On n'a plus besoin de discours. Lettres modernes, linguistique, sociologie, géologie. Non, professeur. Aujourd'hui, tout ce que vous faites, c'est de l'informatique. Et l'informatique, c'est sans mathématiques, vous ne pouvez pas y aller. Et donc, il faut vraiment encourager les enfants à faire ça. Mais quand on finit de dire ça, moi, j'ai toujours dit, les enfants ont des médailles, ils rentrent, on les félicite. Même les athlètes, tout le monde, on sort de ce pays, on a les médailles, on rentre. Mais quelle est la valeur d'une médaille d'or au Bénin? Quelle est la valeur d'une médaille d'argent? Quelle est la valeur d'une médaille de bronze au Bénin? Quand vous avez suivi les Jeux olympiques, la valeur d'une médaille varie d'un pays à un autre. Ils ont mis tellement de moyens, beaucoup d'argent pour dire, si vous avez telle médaille d'or, la médaille d'or, voilà l'argent que vous recevrez de l'État. Quand vous avez levé la médaille de bronze, voilà l'argent qu'on vous donne. Quand vous avez la médaille d'argent, voilà ce qu'on vous donne. Donc quand les gens viennent, quand les enfants rentrent avec les médailles comme ça, on ne voit pas d'enveloppe là, c'est rien que des lettres de félicitations. Mais on ne sait pas. Oui, parce que les parents ont mis les moyens pour former les enfants. Quoi qu'on dise, c'est les parents qui ont mis les enfants à l'école. Et puis les écoles qui ont fourni les enseignants de qualité. Mais après, quand ils viennent, qu'on leur donne... Honorer tout le peuple. Maintenant, ils vont regarder le petit qui est en Ivoirien, qui a été le premier invité au Canada. Regardez comment le Canada l'a célébré. Voilà. D'accord? On lui a donné une bourse, il a droit à prendre des livres dans une bibliothèque, en tout cas jusqu'à l'âge de 18 ans, on ne se fait vraiment pas. Chaque mois, il a droit à un livre qu'il doit chercher, mais on lui a donné de l'argent, on doit donner ce don. Quand les gens viennent comme ça, on leur donne une lettre de félicitations, c'est une très bonne chose pour les encourager. Mais après, moi, je veux bien qu'on mette derrière chaque médaille quelque chose qui motive. Pour qu'un enfant qui dit que tel a eu une médaille d'or en mathématiques, il est revenu, on lui a donné 5 millions de francs CFA. Et ses parents ont pu réaliser quelque chose pour lui. Déjà à 17 ans, avec 5 millions, ses parents lui ont acheté une parcelle à 5 hectares ou 1 hectare à Djidja, je ne sais quoi. Ça va motiver notre enfant à aller. Mais quand on dit ces médailles, les félicitations, on fait photo, on met à la une des journaux, moi je pense qu'on peut aller au-delà. Peut-être que des choses se passent dans l'ombre. Mais si ça ne se fait pas comme ça, je veux que désormais, qu'on fixe ce montant pour dire, dès lors que vous avez la médaille d'or en mathématiques ou bien en français, concours de dictée au plan international, vous rentrez, voilà ce qui vous est réservé comme cagnotte, et ça va davantage motiver les enfants, au-delà de ce qui s'est fait déjà et que nous apprécions à juste titre. Merci Roland, merci Oumar. Ce fut un plaisir pour toutes ces précisions que vous avez apportées.